à Madame Colbock. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Schwartz. Tout d'abord, je vous remercie pour cet exposé très complet et pour la qualité de votre rapport. L'évolution des pratiques des lecteurs, le développement de la presse en ligne, vous l'avez rappelé, rendent la modernisation de la loi Bichet indispensable. Je reviendrai essentiellement sur deux propositions. Vous expliquez dans votre rapport la nécessité d'imposer une nouvelle régulation du secteur, une régulation unifiée, renforcée potentiellement aux mains de l'ARCEP. Et une autre de vos propositions fortes est de remplacer le statut coopératif obligatoire qui existe actuellement par un droit à être distribué pour les entreprises de presse. Cette proposition suscite des inquiétudes de plusieurs acteurs du secteur. Dans le nouveau système que vous proposez, les entreprises chargées de la distribution et de la presse auront l'obligation de faire droit à la demande de distribution des éditeurs référencés par la commission paritaire. Mais dans quelles conditions ? Et quelles sont les garanties que vous avez envisagées pour garantir une équité de traitement des titres et de leurs éditeurs en termes de coûts, de distribution, d'accès aux points de vente et de délai de mise en vente, et ce, indépendamment de leur taille ? D'autre part, comment pouvez-nous nous assurer que la presse hors commission paritaire ne soit pas exclue progressivement du système de production ? Il est essentiel de nous assurer que cette réforme à venir de la distribution de la presse ne débouche pas sur une restriction de l'offre et préserve le pluralisme exceptionnel de la presse. Et enfin, j'aimerais savoir quelle est votre analyse et vos réflexions sur les contributions de l'Association pour l'avenir des diffuseurs de presse et de MLP, Messagerie Lyonnaise de la Presse, qui sont au cœur déjà par vos propres rapporteurs. Je vais prendre, si vous voulez bien, dans l'ordre des questions qui m'ont été posées. Madame Colbock, vous évoquez la nouvelle régulation qui doit être mise en place et le statut coopératif et les inquiétudes qui se font jour à l'égard des propositions qui sont les miennes. Ces inquiétudes, je les ai évidemment perçues. J'ai vu à peu près tous les acteurs et pour certains d'entre eux plusieurs fois pendant cette période de concertation, et j'ai bien senti qu'il y avait une interrogation. Mais je crois que c'est une interrogation au fond qui est assez naturelle, alors qu'on propose de changer, je propose en tout cas, peut-être serais-je suivi, peut-être ne serais-je pas suivi, que je propose de changer le système. Or, c'est un système dans lequel nous vivons depuis 70 ans, et il y a nécessairement des interrogations sur comment ce nouveau système va fonctionner, d'autant que ce nouveau système, j'ai utilisé l'expression d'économie administrée, va sans doute, s'il se met en place, laisser plus de place à l'initiative des acteurs économiques. Et donc, il y a une demande qui est une demande légitime de précision sur la manière dont les choses vont fonctionner. Alors, il y a, Madame la députée, plusieurs points dans la question que vous aviez posée. D'abord, la question du périmètre, hein, la question de commission paritaire ou pas commission paritaire, si je la résume. Et je crois que, Madame, vous aviez posé aussi posé la question des titres qui seraient exclus. Alors, en réalité, ce point dans le rapport n'est pas tranché, c'est-à-dire que la question est ouverte. Je dis de façon très transparente de le rapport que moi, il me semble que, en fait, il y a deux positions possibles. Si on regarde le sujet du point de vue de la politique publique, au fond, quels sont les organes de presse que l'État, par la voie de la législation, de la réglementation, doit soutenir. Ça pose la question des aides à la presse aussi, mais ça pose la question de la distribution. Je le dis dans le rapport, l'option commission paritaire me paraît la plus logique. Parce qu'au fond, les titres qui bénéficient du numéro de commission paritaire, c'est les titres qui ont un lien direct avec l'actualité et qui présentent un apport éditorial significatif. Voilà. Sinon, si on n'est pas dans ce cadre-là, la question se pose. Néanmoins, je dois dire que ce qui va dans l'autre sens, et je dois dire que c'est des choses que j'entends tout à fait, c'est d'abord la tradition historique qui fait que dans notre pays, notamment pour la distribution de la presse, il y a une approche qui est très large, car on considère en effet qu'à partir d'un noyau dur, qui est celui de la presse d'information pour laquelle la loi Bichet avait été faite, on a étendu progressivement à quelque chose qui est plus large. C'est le pluralisme, mais c'est aussi la diversité de la presse. Voilà. Diversité qui peut parfois être poussée à ses limites. Hein. Je dis dans le rapport que nous avons la chance d'avoir 169 titres en matière d'actualité sportive. Je ne ferai pas de commentaires sur ce point, mais en tout cas, la question se pose. Par ailleurs, je crois qu'il faut avoir en tête, de façon très claire, et vous l'avez dans vos différentes interventions rappelé, la fragilité du système. Alors la fragilité et la force du système dépend de l'étendue de l'activité qui est confiée aux messageries ou peut-être demain aux sociétés agréées pour distribuer la presse. Et il y aurait, je crois, un risque économique à restreindre trop le champ. Il y aurait notamment un risque en matière de péréquation. Vous avez posé les uns et les autres la question de la péréquation financière. Si le législateur décidait de restreindre le droit à être distribué
aux sociétés, aux entreprises de presse bénéficiant d'un numéro de commission paritaire, donc à peu près 2000 titres. À ce moment, ça veut dire que les autres ne bénéficiant pas du système, ne seraient pas soumis aux obligations du système et ne feraient pas partie de la péréquation financière en faveur, par exemple, des quotidiens. Voilà. Et ça peut poser problème. Donc, je considère qu'il y a des arguments économiques forts qui plaident pour qu'on garde un périmètre large et qu'on réponde ainsi à la question qui était posée, c'est que fait-on des 1800 ou 2000 titres qui aujourd'hui n'ont pas le numéro de commission paritaire. J'ai eu un échange très intéressant avec des acteurs de cette presse que j'évoquais tout à l'heure, qui me disaient, je crois que c'est quelque chose qu'il faut entendre, mais attendez, quand il y a la crise de Presstalis, nous sommes membres des coopératives, vous nous demandez, enfin les autorités de régulation nous demandent comme aux autres, de contribuer au sauvetage de Presstalis, en payant, vous savez, les 2,25% de contribution exceptionnelle. Et demain, vous nous diriez qu'on n'est plus dans le système. Donc il y a une question d'équité de ce point de vue. Et je dois dire que je peux tout à fait entendre cela, et je peux entendre cela notamment au regard de la question de la transition. C'est-à-dire que même si, dans un avenir plus lointain, le système peut évoluer encore une fois, on peut entendre les arguments de ceux qui consistent à considérer qu'il faut avoir un périmètre d'intervention assez large, pour garantir une continuité et pour avoir une base de péréquation financière en faveur des quotidiens, parce que celle-ci existe. Je vais revenir sur ce point, il y a une question sur la solidarité entre coopératives, tout à fait importante. Ça, c'est le premier point. Deuxième question que vous posiez, Madame Colbock, et d'autres députés l'ont posée après vous, c'est au fond, dans ce système que vous proposez, comment les petits éditeurs sont traités. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'éviction des petits éditeurs qui aujourd'hui peuvent adhérer librement à une coopérative et donc ensuite distribuer leurs papiers, leurs titres comme ils le souhaitent. Alors, et à nouveau, je trouve cette question est très légitime s'agissant d'un système juridique de nature différente. Les réponses qu'on peut faire sont de plusieurs natures. D'abord, l'instauration par la loi d'un droit à être distribué qui se traduit par, de l'autre côté, du côté des sociétés qui seraient agréées, parce que les juristes appellent une obligation de contracter. C'est-à-dire, je suis agréé pour distribuer la presse, un éditeur vient me voir, je suis obligé de le prendre, de contracter avec lui. Les obligations de contracter, il en existe quelques-unes dans notre environnement juridique, notamment dans la matière bancaire et en matière d'assurance. C'est très encadré. Parce qu'une obligation de contracter, quand la loi fixe une obligation de contracter, c'est une atteinte à la liberté du commerce. J'ai le droit de refuser un client, ben non, là on n'a pas le droit de le refuser, on doit le prendre. Bon. Mais comme toute atteinte aux principes fondamentaux de notre droit, elle doit être justifiée par un intérêt général et par un intérêt supérieur que le Conseil constitutionnel reconnaît. Et en l'occurrence, donc, obligation de contracter, c'est le deuxième point, dans des conditions, c'est les propositions que je fais, transparente, efficace et non discriminatoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et c'est la question de quel tarif pratique-t-on pour des petits par rapport à des gros, c'est que si les conditions qui sont offertes par la société sont jugées discriminatoires au regard de ses contraintes logistiques, des flux d'affaires qu'elle apporte, etc., à ce moment, l'éditeur en question peut se retourner vers l'autorité de régulation. C'est la raison pour laquelle le texte a prévu la création d'un processus de règlement des différends et considérer qu'il n'a pas été traité de façon non discriminatoire, transparente, et donc demander à l'autorité de régulation d'enjoindre la société à aller dans cette direction. Alors, c'est un système différent de celui qui existe aujourd'hui, qui modifie l'équilibre des forces, on peut le dire, entre les sociétés de distribution et les éditeurs, mais qui vise aussi, d'une certaine manière, à prévenir les abus et les excès qu'on constate aujourd'hui. J'ai pensé le faire ce matin et puis j'ai pas eu le temps de le faire. Vous allez, si vous passez quelques instants chez un kiosquier, regardez de façon détaillée la partie Press People. Voilà. Et vous verrez en grattant un peu et en regardant les titres qui sont derrière, qu'il y a beaucoup de titres qui sont des copies pures et simples de titres qui sont des titres officiels, qui ont un numéro de commission paritaire, Voici, Gala, Closer. Vous le prenez et vous ne vous rendez même pas compte que ce n'est pas ça, c'est une copie. Bon. Ces éditeurs qui diffusent ces copies sont des éditeurs qualifiés d'indélicats, qui parfois envoient un numéro 1, parce que quand on a un numéro 1, une innovation, on a un gain financier pour justement inciter les innovations. Il n'y a jamais de numéro 2,
Comme il n'y a jamais le numéro 2, ben, le marchand de presse, il laisse le numéro 1 en rayon, parce que c'est quand un autre numéro arrive qu'on enlève ceux qui restent. Et tous ces phénomènes contre lesquels on essaye de lutter depuis des années, on n'arrive pas à lutter contre ces phénomènes, pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Donc, un éditeur qui remplit les critères devrait être admis dans une société de distribution. S'il n'est pas traité de façon satisfaisante, non discriminatoire, c'est une règle qui existe, je crois, aussi en Italie. Il y a une obligation, même si les Italiens n'ont pas de loi Bichet, je crois que nous sommes un des seuls pays au monde à avoir cette loi, enfin ce type de régulation législative. Il y a en Italie, je crois, une obligation similaire de traitement des éditeurs sur une base équitable et non discriminatoire. Voilà, ce qui est une expression au fond de la protection